Et en fait, il essaye par tous les moyens de réussir à me faire mettre la robe de la Reine des Neiges. Je vais y arriver. Et il va y arriver, mais je vais finir avec une robe de la Reine des Neiges, c'est certain. Ça va être une émission sous le charme, l'élégance, la classe. C'est moi qui suis invité? Non, toi t'es pas invité, t'es la pièce rap. Enfin non, t'es mon acolyte, t'es mon binôme. On reçoit Aurore Guyot qui, en fait, je crois que c'est mieux que tu te présentes et que tu présentes à nos auditeurs ce que tu fais dans la vie. D'accord. Enfin, déjà, merci de me recevoir aujourd'hui dans ces circonstances qui sont en train de changer petit à petit, donc tout le monde reprend son rythme gentiment. Moi, je suis artisan joaillier, je suis belge d'origine. On va pouvoir se moquer. Vous pouvez y aller. Ah, t'as deux Français. Je me suis installée en Suisse en 2017, et c'est tout naturellement que j'ai recréé un business ici, parce que je fais ce merveilleux métier depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc j'ai décidé de lancer la marque Marcel 1907 avec les boutons de manchette. J'ai mis en avant beaucoup pour femmes, parce que j'ai pensé les boutons de manchette comme un bijou à part entière et pas seulement comme un accessoire. Donc l'arrière est toujours aussi intéressant à regarder que l'avant, avec des petits détails à découvrir. Et je me suis beaucoup amusée à travailler le bouton de manchette vraiment comme un bijou, comme un vrai bijou. Alors à la base, c'est vrai que j'ai beaucoup misé sur la femme, parce que moi j'ai toujours porté les boutons de manchette en tant que jeune femme, et c'est vrai que dans un milieu de la joaillerie qui est quand même relativement masculin, c'est très difficile de faire sa place, surtout quand on est à l'atelier. La bijouterie, la joaillerie est un métier qui est assez difficile physiquement. Donc on ne s'imagine pas du tout, en fait, quand on voit un joli bijou briller dans une vitrine, que c'est si difficile à faire. Moi j'ai étudié à Liège, à l'école d'armurerie. Donc déjà là, le glamour tombe un peu, puisqu'on ne s'attend pas du tout à ce que ce soit une école de fine mécanique et qui fabrique des armes, en fait, à la base, qui forme aussi des artisans joailliers. Et quand on est là les premières semaines, on se demande pourquoi on a fait ce choix, parce que on a des crampes dans les mains, on a des crampes dans le bout des doigts, ça fait très mal. On se scie, on se lime dans les doigts, on apprend à faire tout sauf un bijou. Donc les 4 ou 5 premières semaines, on apprend à scier, on apprend à limer. Et donc on ne fait rien qui ressemble à un bijou, on fait ça dans des plaques de cuivre, des plaques de laiton, donc ça permet vraiment de comprendre la matière et puis de pouvoir apprendre à utiliser les outils qui sont assez basiques en joaillerie traditionnelle. Aujourd'hui on a la chance d'être aidé avec les nouvelles technologies et des machines de pointe pour avoir un niveau d'exigence qui est vraiment zéro défaut. Mais si on revient à un travail artisanal de base, les outils sont toujours les mêmes qu'il y a une centaine d'années. Donc c'est sûr que les premières semaines, quand on arrive à l'école et qu'on se retrouve là à scier dans des plaques de cuivre... Excusez-moi, je n'avais pas compris en fait, c'est pas ça que je voulais faire, moi je voulais faire des bijoux, j'ai dû me tromper de classe. Mais c'est tout à fait ça. Et le taux d'élimination au bout de 3 semaines, c'était alors au bout de 3 semaines, je ne sais pas, je peux vous dire qu'on a commencé à 27 et on a terminé l'année à 15. Ah ouais, donc quasiment la moitié. Donc, ouais, un peu moins de la moitié. 27, parité homme-femme. Plus de filles que de garçons, parce qu'évidemment, voilà, ça fait rêver, on voit le bijou fini, tout beau, tout brillant, et encore une fois, on ne s'imagine pas tout le travail et tous les efforts qu'il y a derrière. Et au bout de 3 années, parce que c'est 3 années en cours du jour complète, on a fini à 7. On a fini à 7 personnes. Et je crois qu'on est 2 aujourd'hui à être toujours dans le métier. Tu y allais en connaissance de cause, toi? Tu savais ça ou... Non, je pensais pas que c'était difficile à ce point-là physiquement. Mais moi, je viens d'un milieu rural. J'ai grandi à la ferme. Mes parents n'étaient pas du tout, ni mes grands-parents d'ailleurs, n'étaient pas du tout dans ce monde du luxe et de la joaillerie. Donc mes grands-parents étaient agriculteurs, mon père était boucher, ma mère tenait l'épicerie.
Donc j'ai grandi dans cet esprit d'entrepreneuriat et de commerçant, et j'ai pas grandi dans cet esprit de luxe. Et qu'est-ce qui a fait que tu as mal tourné alors? Ah, qu'est-ce qui a fait que j'ai mal tourné? Je crois que tu viens de Chimay, c'est ça? Oui, Chimay. Aïe, aïe, aïe. L'alcool. Non, ce qui a fait que j'ai mal tourné, c'est que voilà, on économisait nos petits sous pour s'offrir un joli bijou, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et donc on avait la bijoutière du village chez qui on allait pour acheter des gourmettes de naissance, des médailles de communion, tous ces cadeaux traditionnels qui sont les premiers bijoux qu'on va garder, si pas toute sa vie, en tout cas longtemps. Et donc ma maman, qui est toujours d'ailleurs passionnée de jolies choses, et qui n'hésite pas à économiser pendant 10 ans pour s'offrir une belle pièce dont elle a vraiment envie, à sympathiser avec la bijoutière, et donc on allait très souvent lui dire bonjour parce que c'était devenu une copine de ma maman en fait. Donc c'est elle qui m'a un peu donné le goût à c'est maman. Ouais, donc c'est maman, c'est grâce à maman. J'ai travaillé directement pour un patron pendant 3 ans, et puis on était en plein dans la crise de 2008. Donc ce monsieur, qui était une des plus belles joailleries de Belgique qui existait depuis 1922, a fait un mauvais choix stratégique de déménager. Donc tout le monde sait combien l'emplacement pour une boutique est très importante, et malheureusement personne n'a réussi à le raisonner. Donc on a déménagé, je pense qu'en 2007. Le déménagement s'est fait, et en moins d'une année, en fait, on a eu un chiffre d'affaires de plus de 70%. La clientèle n'a pas suivi. Non, la clientèle n'a pas suivi. On était 22 personnes, on avait l'atelier en interne, on était vraiment une équipe au complet, et on a été 16 sur 22 à se faire licencier la première année. Donc moi, je me suis retrouvée sans emploi, et avec un collègue, on a décidé de s'associer et de créer notre propre boutique. Donc tout le monde nous a pris pour des fous, parce que c'était justement fin 2008, début 2009. Juste au début de la crise ou pendant la crise? C'était en plein dedans. C'était en plein dedans en plus, ouais. Et donc on a eu la chance en fait de pouvoir négocier un local commercial sur ce qui est aujourd'hui une des plus belles artères commerciales du pays. Et tout le monde nous a pris pour des fous parce qu'on était des indépendants, on n'avait pas de marque. On avait des marques horlogères très niches qui correspondaient à ce qu'on faisait en termes de joaillerie, mais on n'avait pas du tout de marque qui était existante. Et donc on a commencé comme ça, voilà, l'aventure pour moi a duré 7 ans. Et puis j'ai décidé de venir m'installer ici, et donc de remonter un business avec donc Marcel 1907, en hommage à mon arrière-grand-père qui s'appelait Marcel, qui est né en 1907. Et comme je suis arrivée en 2017 en Suisse, c'était un petit clin d'œil pour les 110 ans de sa naissance. Alors pourquoi Marseille? Parce que si tu connais un peu la région, il était sabotier à Seloigne. D'accord. Et donc il était artisan. Et tous les dimanches, il portait son costume parce qu'il allait jouer de l'alto à la fanfare du village. Et c'est le premier jour de ma vie que j'ai dû porter un costume et des boutons de manchette. Et donc j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents du côté de ma maman. Donc c'est un petit hommage familial pour une histoire que je voulais authentique autour de mon histoire à moi en fait, avec le bouton de manchette. Il n'y a pas de projet, on va dire, plus représentatif d'un moment de vie, d'une émotion qu'un bijou. En fin de compte, je ne sais faire que du sur-mesure, puisque c'est vraiment ce que j'ai fait ces 15 dernières années. Donc que ce soit de la transformation des bijoux, de famille qui est plus vraiment au goût du jour, qui est abîmé, qui est cassé, qu'on veut transformer, qu'on veut transmettre, ou vraiment la création d'une bague de fiançailles autour de l'histoire du couple, de choisir une pierre, de composer, de choisir les matériaux, etc. Et ensuite on suit on les suit pour les alliances, on les suit pour les cadeaux de naissance, et ça c'est extraordinaire de pouvoir accompagner dans le temps justement des personnes, de partager avec eux des moments de vie qui sont souvent très, très importants, très symboliques. Et depuis que tu es à Genève, est-ce que les demandes farfelues ont explosé? Alors, parce qu'on est connu un peu pour ça, c'est une place forte de la joaillerie. Oui, c'est une place forte de la joaillerie. C'était d'ailleurs un petit peu mon inquiétude quand je me suis installée ici, parce que je me suis dit, bon, qui je suis personne, je débarque là, je suis indépendante.
comment je vais pouvoir me distinguer et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent que les autres ne font pas. Donc là, le créneau bouton de manchette, en mettant en avant la femme, était vraiment quelque chose de très positif. Et petit à petit, les gens me connaissent pour le sur-mesure. L'activité ne se concentre pas uniquement sur le bouton de manchette, je ne communique que sur le bouton de manchette. Il y a de plus en plus de femmes aujourd'hui qui doivent porter l'uniforme, qui ont des postes à responsabilité, qui doivent manager des équipes, etc. Et donc, on peut avoir justement ce plaisir de porter un beau, vrai bijou, pas un accessoire, pas une fantaisie, au quotidien. Ça permet vraiment de pouvoir faire sa place en usant des codes masculins. Et en se faisant plaisir, en portant une vraie pièce de joaillerie. Et ta clientèle, hommes, femmes, quel âge, tout âge? Est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça? Alors, de plus en plus, je veux dire, elle est très très large. Elle est très, pour très le bouton de large. manchette. Oui, uniquement pour le bouton de manchette, elle est assez large. Au départ, donc, j'ai misé uniquement sur la femme. J'ai dû essuyer quelques frustrations masculines. Les hommes venaient me voir pendant les événements en disant mais je comprends pas pourquoi vous dites que c'est une femme. J'aime beaucoup ce que vous faites et puis d'ailleurs je prends celle-là. Moi j'ai remarqué un truc tout à l'heure qui m'a frappé sur tes boutons de manchette, ils sont dépareillés. Alors je m'amuse à les porter dépareillés et je les vends à la pièce aussi. Parce que je trouve justement intéressant d'avoir, et pour les boucles d'oreilles et pour les boutons de manchette, des pièces différentes. On n'a pas de limite à la créativité, on n'a que des limites techniques. Donc on est limité que par la technique, par la résistance des matériaux, par le choix des pierres, mais on n'a pas de limite aussi. On peut vraiment se permettre beaucoup de choses. Donc la marque, elle existe depuis mars 2018, donc là ça fait 2 ans. Donc c'est encore assez récent, même si c'est plus de presque 15 années maintenant d'expérience dans le métier. J'ai eu l'habitude depuis toute petite de m'adapter à n'importe quel milieu. D'où la grenouille d'ailleurs qui est ton logo. Alors pourquoi la grenouille? Parce que j'aimais beaucoup la symbolique de l'animal. C'est un animal qui s'adapte à tous les milieux puisqu'il passe du milieu aquatique au milieu terrestre. Et puis c'est aussi symbolique de renaissance. Donc c'était parfaitement en phase avec ce que je vivais au moment où je me suis installée ici. Et puis ces symboles de féminité, ça a beaucoup de symbolique positive. Partout dans le monde, dans n'importe quelle culture, depuis la nuit des temps, la grenouille est toujours un symbole très très positif. Quand je voyage, principalement en Asie pour aller acheter mes pierres, puisque j'achète toutes mes pierres moi-même, quand je voyage principalement en Asie, évidemment, on est obligé de s'adapter. Inde, Birmanie. Alors surtout Sri Lanka et puis Thaïlande. En fait, Bangkok est vraiment une plaque tournante du marché mondial pour les pierres de couleur. Tu sélectionnes la pierre à la fois, je pense, par son éclat et ce genre de choses, mais est-ce que tu fais aussi très attention à sa traçabilité? Alors, de toute façon, oui, la traçabilité, aujourd'hui plus que jamais, c'est quelque chose de très important. Moi, je l'ai toujours fait, parce que j'ai toujours travaillé plus ou moins en ligne directe, en fait, avec soit les personnes qui avaient leurs propres concessions, que ce soit à Madagascar, en Tanzanie ou au Sri Lanka, et qui ont la deuxième main sur des pierres. Donc, c'est des cycles qui sont très très courts. Donc j'ai eu la chance de pouvoir voyager au Sri Lanka à 4 heures en voiture de Colombo. On se demande où on va atterrir, on est dans la jungle avec des personnes qui vous regardent du coin de l'œil. Mais tu leur dis à ce moment, attention, moi j'ai fait l'école d'armerie de Liège. Alors, non mais là, à ce moment-là tu dis rien. Tu dis rien du tout parce que encore une fois en tant que femme t'as rien à faire là, et puis t'arrives là avec ta tête d'européenne, ils te voient débarquer, et donc tu fais plus que profil bas. S'il y a un trou de souris, tu entres dedans, et puis t'attends que ça passe. Est-ce que c'est tes origines du coup agricoles qui te permettent justement de ne pas oublier de rester... Je pense parce que mes parents m'ont élevée dans une dynamique de choses vraies, et encore une fois, pour revenir à cette authenticité, il faut rester soi-même. C'est sans doute aussi une question d'éducation, parce que je ne dis pas que tous les gens qui viennent d'un milieu rural peuvent garder les pieds sur terre, et que tous ceux qui ont une famille très aisée n'ont pas les pieds sur terre. C'est pas du tout ça. Mais il est malheureusement vrai que ça monte à la tête de beaucoup de gens. Un truc qui me marque un peu dans ton parcours, c'est que finalement,
j'ai l'impression que tu n'as jamais à faciliter. Finalement, les parents ont une épicerie, papa est boucher, et tu vas dans un métier que personne ne fait dans la famille, avec la difficulté que nous expliquais par rapport à cette formation. Derrière, la boîte cool, on est en pleine crise. Bon bah ok, on va monter notre marque et on va aller en plus sur la rue qui est devenue celle incroyable, tout le monde te dit que t'es folle, et puis un jour tu dis bah tiens, je vais aller à Genève et je vais monter ma marque, et puis tu te retrouves en fait dans la jungle occidentale pour acheter les trucs et tout. T'es tout le temps comme ça ou c'est juste pour le Force est de constater que oui, c'est un de mes traits de caractère. Ouais. On a tous nos schémas de construction de vie. Je pense que le mien est toujours de nager un peu dans les choses qui sont pas faciles. Ouais. Mais bon voilà, il faut jamais abandonner, il faut toujours y croire, et puis si c'était si simple, tout le monde le ferait. Je me suis fait une promesse un jour, c'est d'être heureuse, okay. Donc d'être en phase avec moi et d'être bien. Et je pense que toutes ces difficultés et toute cette expérience, petit à petit, fait son chemin. Hein. Est-ce que tu es heureuse? Voilà. Promesse tenue. Promesse tenue. Aujourd'hui, oui, je pense que je peux commencer à dire que la promesse est tenue. Puis sinon, mes passions, mes inspirations, elles sont surtout dans la nature. D'observer des choses simples et de profiter de moments très simples. De voir tout ce que la nature nous offre en fait. Alors si aujourd'hui je veux acheter ou découvrir et puis acheter tes produits, ça se passe en ligne, il y a des boutiques? On peut me contacter, donc le premier contact c'est via soit le site internet, soit les réseaux sociaux. Marcel1907.com. Marcel1907.com, et ensuite on fixe un rendez-vous, on se rencontre, et en fonction des attentes et des besoins, je propose différents types de produits. Super, ok. J'ai été vraiment ravi de faire ta connaissance. De même. J'espère que... Tu m'as dit que tu n'étais pas très habitué à ce genre d'exercice. Non, pas habitué du tout. Mais bon voilà, ça se passe très bien. Ouais. Magnifique. Merci à vous en tout cas. Avec un grand plaisir. L'apéro du chef est fait pour ça, découvrir des talents, des personnalités, des entrepreneurs, hommes, femmes. Et de les voir autrement qu'avec un site internet et un personnel et choses, des voir photos corporate. Ouais, et voir en fait qui est derrière. Et, voilà, c'est ce qui nous plaît et ce qu'on trouve assez. Oui, c'est l'échange, c'est la découverte de l'humain qui est extraordinaire. D'accord. Super. On te laisse le mot de la fin? Le mot de la fin que souhaiter à chacun d'entre nous, si ce n'est d'être en bonne forme, en bonne santé, et que tout le monde soit épanoui et bien dans sa tête. C'est faire la promesse que tu t'es faite. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Super. Merci Aurore. Merci beaucoup. Merci.